j'ai encore raté. Oh oui! Mais ça va pas, non? Oh, excuse-moi, j'essaie de graver un dessin dans une pomme de terre. Attends, je vais t'aider. J'adore faire ça. Voilà le travail. Quoi, déjà? Tu vas voir comme c'est bien fait. Qu'est-ce que tu as gravé? Attends un petit moment et tu vas voir. D'abord, je l'encre. Et puis, je la presse. Ta lettre est à l'envers. Oh non, j'aurais dû la graver dans l'autre sens. Hein? Tu es peut-être un super graveur, mais comme imprimeur... Ben justement, à propos d'imprimerie, est-ce que tu sais qui en est l'inventeur? Non, j'en sais un bout sur l'écriture, sur les hiéroglyphes, mais sur l'imprimerie... Est-ce que c'est pas Gutenberg? Mais demandons à Ordi. Ah ben oui, c'est malin. Salut les amis! Ouais! Salut Ordi! J'ai cru comprendre que vous vouliez en savoir plus sur l'imprimerie, c'est ça, hein? À votre avis, que faut-il comme matériel pour imprimer? Ben, tout d'abord, il faut une presse, non? Et aussi de l'encre. Oui, mais vous oubliez quelque chose d'essentiel. Pour imprimer, il faut du papier. Et avant l'invention du papier, les hommes utilisaient la pierre ou l'argile ou écrivaient sur des carapaces de tortues, sur certains os d'animaux et sur des planches de bois aussi. Mais en Égypte, à peu près à la naissance de l'écriture, environ 3000 ans avant Jésus-Christ, les hommes commencèrent à fabriquer une sorte de papier, le papyrus. Le papyrus est d'abord une plante, un roseau qu'on trouve sur les bords du Nil. Les Égyptiens découpaient la tige des papyrus en bandes, les disposaient sur une pierre, les battaient pour les attendrir, ensuite disposaient une seconde couche perpendiculairement, les arrosaient d'eau et pressaient le tout sous une lourde pierre. Puis laissaient sécher au soleil. Et voilà, c'est fini, le papyrus est prêt. Et c'était beaucoup plus facile à fabriquer que le papier. Saviez-vous que le mot papier vient du mot papyrus? Ah bon? Mais qui est l'inventeur du papier, alors? C'est un Chinois, Cai Lun. Il vivait au IIe siècle et inventa le papier pour les besoins de l'administration. Mais comment le fabriquait-on, Ordi? Les Chinois prenaient des morceaux d'écorce et des bouts de tissu qu'ils broyaient finement dans un mortier. Ils y ajoutaient de l'eau pour obtenir une pâte recueillie ensuite à l'aide d'un tamis. Oh, ce n'est pas très différent des principes de fabrication du papier d'aujourd'hui. Oh! Et ce sont également les Chinois qui eurent l'idée d'imprimer des livres avec des blocs de bois. Waouh! Super, ces Chinois! Et c'est vers le 9e siècle qu'ils mirent au point cette technique. Ils gravaient les textes sur une planche de bois, enduisaient d'encre les caractères en relief et passaient ensuite une feuille de papier dessus. C'est ce que j'essayais de faire. C'est juste. Et voici l'un des très rares exemplaires imprimés d'un texte sacré bouddhiste qui soit arrivé jusqu'à nous. Mais finalement, quand et comment se développa l'imprimerie en Europe? Ben justement, j'allais t'en parler. Nous voici à Mayence, en Allemagne, au XVe siècle. Nous allons rencontrer l'homme qui inventa véritablement l'imprimerie. C'est lui, c'est Johannes Gutenberg. Gutenberg était un extraordinaire artisan qui avait étudié la mécanique, l'horlogerie et l'orfèvrerie en France, en Hollande et en Allemagne. Oh! Oh non, j'ai glissé. Toute la page est à refaire. Gutenberg est en train de graver un texte de la Bible sur une planche de bois. À l'époque,
s'il faisait une seule faute, il était obligé de recommencer à graver toute la planche. Imaginez le temps nécessaire pour obtenir une seule page ou pour éditer des livres. À quoi vous pensez, monsieur Gutenberg? Je réfléchis à une nouvelle méthode pour imprimer, plus sûre et plus rapide. La gravure sur planche de bois est beaucoup trop lente et demande beaucoup trop de travail. Si j'y parviens, nous pourrons imprimer des livres en de multiples exemplaires et à bien moindre prix. Tout le monde pourra les acheter et les livres deviendront un moyen de diffuser les connaissances au plus grand nombre. Ce sera un nouveau moyen de communication. Oui, mais comment allez-vous faire, monsieur Gutenberg? C'est simple. Il ne faut plus graver tout un texte sur une planche, mais graver séparément chaque lettre sur des petits blocs de bois. Et ensuite, il suffira simplement de recomposer les mots et les phrases à l'aide des petits blocs. Formidable. Il ne sera plus nécessaire de tout regraver en cas d'erreur. Et vous pourrez utiliser les mêmes petits blocs pour composer d'autres phrases ou d'autres pages. Votre idée est géniale, monsieur Gutenberg. En utilisant des lettres préexistantes, nous gagnerons un temps fou et pourrons certainement imprimer des livres à de multiples exemplaires. Eh bien, quand commencez-vous? Ah, pour mener à bien un tel projet, il me faudrait beaucoup d'argent. Il me faudrait un vaste atelier et réunir des ouvriers compétents. Ah oui, je comprends. Gutenberg dut attendre plus de 10 ans pour réunir l'argent nécessaire à la réalisation de ses projets. Et c'est à Mayence, sa ville natale, qu'un riche banquier du nom de Johann Fust entendit parler du projet de Gutenberg et se décida à le soutenir. Ah, bonjour, monsieur Fust. Alors, Gutenberg, comment vont nos affaires? Ah, bonjour, monsieur Fust. Comment avance notre projet? Vous arrivez tout juste. Pour les premiers essais, tout est prêt. Ah, je suis impatient. Voici la presse utilisée par Gutenberg. Il avait transformé une presse à vis utilisée par les vignerons. Eh bien, voilà. Tout est en place, nous pouvons commencer. Alors, mon ami, quel est le résultat? Je vous en prie, monsieur Fust, voyez vous-même. C'est impeccable. Le succès est total. Félicitations, Gutenberg. Merci, monsieur Fust. Nous allons donc continuer. Entendu, monsieur Gutenberg. Le procédé mis au point par Gutenberg s'appelle la typographie. Il consiste à assembler des caractères de l'alphabet pour former des mots et des phrases. Allez, Ordi, tire-toi de là. Tu les gênes. Oh! Oh, c'est étrange. Gutenberg, hein, que se passe-t-il? L'impression, elle perd en netteté. En effet, l'impression est presque floue. Je vais tout de suite vérifier les caractères. Cette lettre est déjà complètement usée. Je crains qu'elle ne soit inutilisable. Que me dites-vous là? On ne peut faire que 4 ou 5 copies avec ce type de caractère. Malheureusement, j'en ai bien peur. Cela ne m'arrange pas. Trouvez une solution à ce problème. Il faut arriver à imprimer vite et à bon marché. Ne l'oubliez pas. Les caractères en bois ne sont pas assez résistants. Je dois fabriquer ces lettres dans un matériau plus solide. Ah oui? Et quoi donc? Gutenberg se mit aussitôt au travail et fit de multiples expériences. Son savoir-faire de fondeur de monnaie lui inspira la solution. Il inventa un moule spécial capable de former des caractères très solides et en grand nombre. Voilà, ce devrait être assez solide à présent. Fantastique! Au travail. Bonne chance! Gutenberg avait fini par trouver l'alliage de métaux nécessaire pour fabriquer des caractères typographiques solides et identiques. Et à force de persévérance, il résolut également le problème de l'alignement des lettres et du type d'encre à employer. Il améliora également sa presse à imprimer. Satisfait, Gutenberg? Oui,
C'est merveilleux. Il fallait à peu près une journée pour composer le texte d'une page. Et on arrivait à imprimer 16 pages en 1 heure, ce qui était formidable pour l'époque. L'invention de Gutenberg était révolutionnaire et l'imprimerie se répandit rapidement d'un pays à l'autre. Cette invention allait favoriser l'échange des idées et allait grandement contribuer au développement de la communication. C'est fou d'avoir attendu le 15e siècle pour réussir à mettre au point l'imprimerie. Gutenberg réussit là où d'autres avaient échoué. Il rassembla des techniques très différentes que personne avant lui n'avait eu l'idée d'associer et il risqua tout pour y parvenir. Oh bien Alex, qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute, Ordi. Oh, il est encore occupé à manger, hein? Ça a l'air pas mal du tout, hein? Alex, tu m'en donnes un peu? Tu vas pas faire l'égoïste, hein, Alex? En Europe, avant l'invention de l'imprimerie, la plupart des livres étaient reproduits à la main, c'est-à-dire calligraphiés et souvent très joliment illustrés. Il fallait plusieurs mois à un copiste pour achever un livre et donc le nombre d'exemplaires était forcément réduit. Ce n'est qu'au XIVe siècle que la gravure sur bois, inventée par les Chinois, se développa en Europe, servant surtout à l'impression de cartes à jouer ou d'images religieuses. Calligraphie, gravure sur bois. C'était vraiment très difficile de faire un livre en ce temps-là. Oui, c'est vrai, et les livres étaient aussi très chers. Seuls les hommes d'église et les gens très riches pouvaient les acquérir. Mais vers 1450, Gutenberg inventa l'imprimerie, ce qui révolutionna la diffusion des connaissances. On pouvait éditer des livres à de très nombreux exemplaires. Et de plus en plus de monde pouvait s'en procurer à moindre prix. On publia d'abord la Bible, puis d'autres ouvrages religieux, puis des grammaires, des œuvres classiques, ensuite des livres d'histoire, des livres scientifiques, philosophiques, et cela dans toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils lisent là, dans la rue? Ce qu'ils lisent, ces gens, Zoé, c'est le premier journal jamais publié. Il fut imprimé en Allemagne au XVIIe siècle et d'autres journaux virent le jour en France, en Angleterre, en Russie et dans toute l'Europe. C'est formidable de voir comment l'invention de l'imprimerie a pu bouleverser le cours de l'histoire. Tu ne trouves pas, Zoé? Oui, sans l'imprimerie, nous n'aurions peut-être rien su des idées de Galilée. Et tu ne pourrais pas être abonné à tes revues favorites. Vous m'épatez tous les deux. Vous savez un tas de choses sur les moyens de communication. C'est passionnant, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, comment fonctionne la poste? C'est aussi un moyen de communication. C'est simple, il suffit de mettre un timbre sur une carte postale. Et la poste fait le reste. Oui, c'est presque aussi simple. Il existe bien sûr une taille réglementaire pour les cartes postales et les lettres. La poste préfère traiter les formats standards. Mais le principe de base de toutes les postes du monde, c'est bien sûr de faire payer une taxe par l'expéditeur, en fonction du poids et du volume, et bien sûr de la destination. C'est formidable. Il suffit de mettre un timbre sur n'importe quoi, sur tout ce que tu veux envoyer, et ce sera expédié aux 4 coins du monde. C'est super! Mais dis donc, Ordi, qui a inventé cet ingénieux et simplissime système? C'est le Britannique Rowland Hill. Roland Hill? Oui, c'est le père du service postal moderne. Si vous voulez, on pourrait faire un petit voyage au 19e siècle et aller à sa rencontre. Ça vous dirait, hein? Ah oui, bien sûr! J'adore ça. Suivez-moi. Et hop, let's go! Alors, comme ça, vous voulez savoir comment j'ai eu l'idée de mettre au point le service postal, hein, mes amis? Oui, monsieur Hill, ça nous intéresse. Ah, très bien. Mais tout d'abord, je pense qu'il faudrait que je vous raconte l'histoire des communications. L'homme a toujours désiré communiquer à distance. L'utilisation des signaux de fumée fut certainement un des premiers moyens de communication. Et cette espèce de coquillage en forme de trompette envoyait certainement des signaux sonores puissants. Nous voici maintenant en Égypte, il y a environ 5000 ans. Oh, des hiéroglyphes. Et le roi écrit sur du papyrus. Vous en savez des choses. Et l'utilisation de cette écriture et du papyrus conduisit naturellement à vouloir envoyer des missives. Le roi confiait son message à un messager qui se dépêchait d'aller le porter.
À cette époque, on utilisait aussi des pigeons voyageurs. Les Romains, eux, construisirent un très bon réseau routier pour pouvoir contrôler leur vaste empire. Et ils établirent, comme Charlemagne en reprit l'idée plus tard, de nombreux relais qui permettaient aux lettres d'être acheminées à de très lointaines distances par de multiples messagers à cheval qui pouvaient se relayer. Un message qui parvenait en 10 jours à bon port, grâce au système des relais, aurait mis 3 mois transporté par des hommes à pied. Ce que vous me racontez là me fait vraiment penser aux courses de relais, monsieur Hill. Qu'est-ce que vous dites? Oh, rien. Juste un truc qui me passait par la tête. Oui, oui. Tu as raison, Alex. Le principe de relais postaux peut faire penser à une course de relais. Oui, c'est ça. Intéressant ce que tu dis là. Ça me fait penser qu'en Extrême-Orient aussi, ils avaient recours à des messagers à cheval pour acheminer leurs lettres. Attends voir. Ah, voilà. En l'an 645, un service postal fut créé en Chine et dans d'autres pays d'Orient. Un système de relais de chevaux fut mis en place afin que le messager puisse trouver sur sa route un cheval en pleine forme et ainsi ne pas perdre de temps et remettre au plus vite sa lettre au destinataire. Ça devait être lent. À l'époque, c'est ce qu'il y avait de plus rapide. De toute façon, que ce soit en Europe ou en Extrême-Orient, ce système de communication était réservé aux rois et aux grands personnages de l'État. Les gens du peuple n'avaient pas accès à ces services. Alors, quand les gens comme nous ont-ils pu envoyer des lettres pour la première fois? Au XVIe siècle, l'allemand Tour et Taxis créa un système de poste à grande échelle. Au XVIIe siècle, un bureau de poste fut installé à Paris et un système appelé London Penny fut établi ici à Londres. Les services postaux se développèrent ainsi lentement et imparfaitement. Quelle vilaine écriture! Ce n'est pas par hasard, mon cher Alex. Je ne comprends pas. À cette époque-là, c'était le destinataire qui payait le port de la lettre. Les gens commencèrent donc à écrire sur l'enveloppe des codes secrets pour ne pas devoir payer la lettre. Ça, c'est de la triche alors. Oui, et ce n'est pas tout, mes bons amis. Comme les fonctionnaires de l'État ne payaient pas leur courrier, les gens ordinaires utilisaient leur nom. C'est fou, ça. Mais non, tout simplement, les services postaux coûtaient trop cher. Ce qui encourageait, évidemment, les fraudes. Et heureusement, les amis, Roland Hill eut une idée. Moi, je considérais que le service postal devait être à la portée de tous et pas seulement d'une petite élite de fonctionnaires et d'hommes et de femmes très fortunés. J'en parlais d'abord au gouvernement, mais on ne m'écouta pas. Je fis donc appel aux citoyens eux-mêmes. D'abord, je propose de simplifier le système de tarification du courrier. Pour une lettre pesant moins de 1 ose, il en coûtera 1 penny à l'expéditeur, quelle que soit la destination à l'intérieur de l'Angleterre. Je propose aussi de faire payer la taxe d'envoi par l'expéditeur. En ce sens, je suggère de placer un timbre sur chaque enveloppe. Qu'en pensez-vous? Mes propositions furent approuvées par les citoyens et ensuite par la Chambre des députés. Et voici comment fut créé, en 1840, le premier timbre de l'histoire à l'effigie de la reine d'Angleterre, Victoria. Et le timbre fut adopté en France 9 ans plus tard. Mais qu'est-ce que tu cherches, Alex? Ah, regardez-moi ça. Il est superbe, hein? Oh, ça m'a tout l'air d'être un magnifique vieux timbre de collection. Il a peut-être une très grande valeur, qui sait? C'est vrai, ça. Je pourrais peut-être l'échanger contre une collection de télécartes. Bon, bah moi, j'ai finalement réussi à imprimer un dessin sur une carte postale. Il ne me reste plus qu'à l'envoyer. C'est ça. Et pendant que tu vas à la poste, je vais faire évaluer mon petit trésor. C'est pas juste. Moi, j'ai même pas d'argent. Il t'en Oh. prêtera peut-être. Alex, t'as bien un peu de monnaie à donner à ta sœur pour qu'elle puisse envoyer sa carte?
Ça, c'est une bonne idée. 2 francs 40? J'ai sûrement 2 francs 40. Allons-y. Ouais.